Bienvenue dans cette seconde partie du retour d'expérience concernant un incident qui a impliqué un pilote de parapente et une ligne haute tension exploitée par RTE. Si vous ne l'avez pas encore visionné, je vous conseille de commencer par la première vidéo qui présente les faits, les dangers et les conséquences directes pour le pilote et les tirs. Le lien est disponible dans la description de cette vidéo. Dans cette seconde vidéo, je vais vous présenter les enseignements que nous pouvons retirer collectivement de cet incident. Tout d'abord, les points améliorés, pour éviter un accrochage dans un obstacle en général et dans une ligne électrique en particulier. Le pilote avait réalisé un joli vol en conditions automnales en enchaînant des appuis en thermodynamique sur plusieurs reliefs. Ce vol plaisant a contrasté avec une semaine très stressante pour des raisons personnelles au pilote. Dans sa phase d'approche, il est dans un état d'euphorie qui l'amène à décider de rajouter un dernier objectif à son vol en venant poser proche de la maison, dans un terrain exigu coincé entre une rangée d'arbres et les lignes. Notre cerveau peut nous jouer des tours. Nos émotions influencent notre perception des risques, notre intuition et notre rapidité à agir. Quel pilote n'a jamais pris une décision qu'il ne comprenait pas après coup? Peut-être l'euphorie d'une joie intense. Quel pilote n'a pas surpiloté lors d'un incident de vol? Peut-être la peur de chuter qui provoque un réflexe terrien d'appui sur les commandes. Quel pilote n'est pas resté figé devant un événement imprévu? Peut-être un stress intense qui provoque un effet de sidération. Sur la rose des compétences pilotes, cela concerne les décisions et la gestion du vol. Être conscient de l'influence de nos émotions dans nos prises de décision est une première étape, mais elle n'est pas suffisante. Mieux comprendre nos émotions, apprendre à les canaliser, à mieux les appréhender, permet de fiabiliser nos prises de décision. Si vous pensez que l'aventure est dangereuse, essayez la routine, elle est mortelle. Cette situation de Paulo Coelho, on en retrouve une déclinaison dans le milieu professionnel où il est admis que 80% des accidents concernent des personnes expérimentées en situation de routine. Le pilote était d'ailleurs expérimenté et il volait dans sa vallée. Il a fait son approche en mode automatique. Ce mode automatique, vous l'avez probablement déjà expérimenté au volant de votre voiture. Sur un parcours habituel, en revenant du boulot par exemple, ne vous est-il jamais arrivé de n'avoir aucun souvenir du trajet emprunté lorsque vous arrivez à destination? Notre cerveau recherche en permanence à faire des économies d'énergie. Il va s'appuyer sur des routines, des schémas préétablis de pensée et des réflexes en limitant la prise d'information et l'analyse. Pour éviter la routine et les certitudes, il faut être capable de rebasculer en mode conscient pour accroître sa vigilance, pour analyser son environnement, mettre en évidence des menaces, préparer des alternatives, prendre des décisions. Sur la hausse des compétences pilotes, une nouvelle fois, cela concerne la conscience de la situation et la gestion du vol. Lors de chaque vol, le pilote doit se remobiliser pour être pleinement conscient et concentré pendant l'approche jusqu'au posé final. Ce changement de mode, ce switch, peut se déclencher par exemple en se parlant à haute voix. C'est au pilote de trouver le bon déclencheur, le bon interrupteur pour switcher et revenir en mode pleinement conscient. Dans le milieu professionnel, en cas de doute sur une situation à risque, il est généralement conseillé de faire un stop pour prendre le temps pour réfléchir. En vol, nous ne pouvons pas mettre le pied à terre comme peut le faire un cycliste, ou nous arrêter au bord de la piste comme le fait un skieur. On aimerait pouvoir appuyer sur pause pour avoir le temps d'analyser la situation et d'imaginer différents scénarios. Nous devons donc anticiper nos analyses et nos prises de décision car pendant tout ce temps, notre aéronef continue d'avancer et de descendre dans la masse d'air. Ces enseignements peuvent s'appliquer à presque toutes les situations de vol. Pour revenir au cas des lignes électriques, l'analyse de l'environnement est primordiale. La visualisation des lignes, surtout en fin de journée, dans le fond d'une vallée peut être difficile. Le pilote doit chercher du regard les pylônes pour construire mentalement le tracé de la ligne. Sur cette image en 3D, on peut distinguer un premier pylône, puis un second. Les pylônes vont nous aider à visualiser ou à mentaliser les câbles. Donc ça nous permet d'imaginer une première ligne et une seconde. Les câbles ne sont généralement pas tendus. La courbure des câbles est d'autant plus importante que la distance entre les pylônes est importante. L'objectif est donc de repérer les pylônes pour visualiser, si on peut, ou mentaliser les câbles. Et dans tous les cas, la bonne distance, c'est la prudence. En complément de cette visualisation pendant le vol, il est possible de s'informer en amont. Comme on l'a vu, le pilote volait dans sa vallée, il n'a donc pas cherché d'informations préalables. La préparation des vols est fondamentale lors de la découverte d'un nouveau site ou de la préparation d'un nouveau parcours. Il est possible d'étudier les cartes, sur Géoportail notamment,
la carte IGN, ici sur le site de Loudanviel, où on peut voir les deux lignes haute tension, ici, qui passent dans la vallée, et également le câble du Skyval qui monte à la station de Péragude. Enedis et RTE mettent à disposition l'application Ligne Alerte sur Android et Apple pour visualiser leurs ouvrages et déclencher des alertes. On y retrouve les mêmes informations avec les lignes RTE de la vallée et les lignes Enedis qui montent vers les stations de Val-Louron et de Péragude. Les applications de vol, telles que XC-Track, permettent également de visualiser en temps réel ces mêmes informations sur le fond de carte. Les lignes RTE de la vallée, le câble du Skyval et la ligne Enedis qui monte à Val-Louron. Il est également possible de paramétrer des alertes de proximité pour ces câbles. L'objectif est de préparer ces vols et d'anticiper ces déplacements. Dans la première partie, nous avons évoqué la situation où la seconde ligne est restée sous tension pendant 26 minutes alors que l'ensemble et le pilote étaient accrochés dans les câbles de l'autre ligne. Pour faciliter l'identification de l'ouvrage électrique et l'intervention de RTE, des informations sont disponibles sur les plaques signalétiques des pylônes. On y retrouve la tension et le nom de la ligne ou des lignes selon les cas. Ici, la tension est de 63 000 volts et ce sont les lignes Saint-Lary-Eguet 1 et Saint-Lary-Eguet 2. Ainsi que le numéro du pylône, ici le numéro 46. Des informations similaires sont inscrites sur les poteaux Enedis. Tout comme pour la position de la victime lors de l'appel au secours, l'objectif est de transmettre les bonnes informations pour permettre d'identifier précisément et rapidement les ouvrages électriques en respectant les étapes pour porter secours à une victime. Pour rappel, la formation au premier secours prévoit de, en 1, sécuriser le lieu de l'accident et les personnes impliquées, en 2, de faire un bilan de l'état de la victime, en 3, d'appeler les secours, et en 4, d'effectuer les gestes de premier secours si besoin. Dans notre cas, la recherche et la transmission des informations sur l'ouvrage électrique peuvent être faites après avoir appelé les secours pour ne pas perdre de temps. L'opérateur du centre d'appel guide généralement les témoins dans la priorisation des informations. Maintenant, les bonnes pratiques à souligner lors de cet incident. On a vu dans la première partie que les secours ont attendu la consignation électrique avant leur intervention. En quoi consiste cette consignation? Elle se déroule en 5 étapes. L'étape numéro 1 consiste à séparer pour isoler les sources d'alimentation, comme vous pouvez le faire chez vous en coupant un disjoncteur pour changer une ampoule ou raccorder une prise. J'espère d'ailleurs que c'est ce que vous faites. L'étape numéro 2, c'est condamner pour empêcher une réalimentation intempestive par l'intermédiaire d'une serrure ou d'un cadenas. L'étape numéro 3 est l'identification pour vérifier que la condamnation a été réalisée sur l'ouvrage concerné par les travaux ou l'intervention. L'étape numéro 4, c'est vérifier l'absence de tension par des mesures. C'est ce qu'on appelle la VAT, vérification de l'absence de tension. Et enfin, l'étape numéro 5 consiste en la pose de connexion de court-circuit et de mise à la terre, appelée MALT et CC, MALT pour mise à la terre et CC court-circuit, pour se protéger une nouvelle fois d'une réalimentation intempestive et mettre les installations au même potentiel. Ici, par exemple, une intervention Enedis, où l'on peut voir, ici en partie haute, les connexions de court-circuit, et on devine également le câble qui redescend pour faire la connexion au sol. Le danger lié à l'électricité est invisible, comme on l'a vu dans la première partie. Il faut s'assurer que l'agent de consignation RTE ou Enedis a délivré l'attestation de consignation pour autoriser l'intervention sur la victime accrochée dans les câbles. Un autre élément à souligner, c'est que le pilote connaissait le syndrome du harnais. Alors c'est un danger qui est lié à une situation d'attente en hauteur. La compression prolongée des artères fémorales peut provoquer une accumulation de sang dans les membres inférieurs, pouvant conduire à une perte de connaissance, voire au décès de la victime. Il concerne principalement les personnes suspendues dans un baudrier, mais il peut également toucher des pilotes suspendus dans leur sellette ou leur cocon. Il y a déjà eu des décès de parapentistes, notamment après un arbrissage. Le pilote connaissait ce danger, il a donc cherché à s'installer de la manière la plus confortable possible et à activer la circulation sanguine dans ses membres inférieurs. Comme on l'a vu, la hauteur est également un des dangers de la situation d'accrochage dans une ligne haute tension. Ce danger peut être augmenté si les secours décident d'intervenir depuis le câble, soit depuis le sol à l'aide de cordes, soit en se laissant descendre depuis un pylône. La zone était inaccessible pour un moyen élévateur aérien, la grande échelle, et donc le groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux, le GRIMP, avait initialement prévu d'intervenir à la corde pour décrocher le pilote.
Après échange avec RTE sur l'âge du câble, les éventuelles conséquences des courts-circuits, l'intervention pour décrocher le pilote se fera finalement depuis le sol grâce à une collaboration locale avec les équipes Enedis. Pour finir, on connaît tous cette image des trois singes. Si on applique son strict opposé à notre collectif du vol libre, je peux ouvrir les yeux pour voir les situations qui m'interpellent. Je peux ensuite aller en discuter avec les pilotes concernés sous forme de questions pour comprendre et non pour donner des leçons ou porter des jugements. Enfin, le pilote doit savoir entendre ce questionnement pour pouvoir s'interroger sur sa pratique ou ses prises de décision. Pensez collectif en questionnant un pilote ou utilisez le collectif en vous rapprochant d'un AS pour discuter d'un événement qui peut vous sembler bénin, d'un incident ou d'un accident. Ça pourra vous aider à comprendre ce qui s'est passé et ça pourrait servir pour rédiger un retour d'expérience comme celui-ci. Pour terminer, voici quelques ressources complémentaires. Vous trouverez ces liens dans la description de la vidéo, ainsi que ceux du support PDF et de la première vidéo. Donc il y a une page dédiée à la gestion des émotions en parapente qui peut s'appliquer à toutes les activités du vol libre. Le site Tension Attention de RTE et Enedis où vous pourrez retrouver l'application Ligne Alerte. La plaquette de sensibilisation de la FFVL sur les risques électriques. Un mémo guide de la FFVL pour le déclenchement des secours. Un rappel de la Croix-Rouge concernant les étapes pour porter secours à une victime. Les conseils du SDIS pour alerter les secours. Et enfin, plus de détails sur le syndrome du harnais. Un grand merci à toutes les personnes avec qui j'ai pu échanger pour préparer ce Rex et ces vidéos, ils se reconnaîtront. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à poser vos questions, à liker la vidéo si vous appréciez le format. Et on se retrouve bientôt pour un prochain Rex. En attendant, je vous souhaite de bons vols à bonne distance des ouvrages électriques.